discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afroécologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial. Aujourd'hui, afin de poursuivre notre série de portraits de véganoirs, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte de Mangeuse d'Herbe qui va nous expliquer son cheminement vers le véganisme et son point de vue sur la cause antispéciste. Salut. Bonjour. Salut. Donc pour commencer, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, que tu nous dises un peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Ok, écoutez, merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans. Dans la vie, je suis styliste modéliste et je suis la fondatrice de Mangeuse d'Herbe, qui est donc un compte de food activiste afro-vegan. Voilà. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu es vegan ou afro-vegan, puisque tu as dit afro-vegan? Alors, ça va faire 4 ans que je suis végane, voilà. Je me définis par les deux, c'est juste que quand par exemple je parle plutôt d'afro-véganisme pour parler de systèmes plus inclusifs, quand je traite de l'ancestralité, de l'histoire des plats. Mais sinon, on va dire que sur une conversation lambda, je peux me définir afro-végane tout comme végane, tout simplement. D'accord, alors c'est quoi la différence entre vegan et afro-vegan? Pour toi, l'afro-véganisme, c'est plus une question d'inclusivité ou Oui, alors déjà pour moi, on va dire que le véganisme, c'est vraiment, on va dire, purement la condition des animaux non humains. Donc on va dire, voilà, ne pas porter de cuir, vraiment ce côté un peu lifestyle, voilà, qui colle à tout plein de personnes sans distinction, comme si elles n'avaient pas de différence, quoi. Et l'afro-véganisme, c'est adapté à des gens notamment qui possèdent une culture différente, des leviers différents, une condition, un regard sur la société qui diffère en fonction de ce qu'elles vivent au niveau systémique. Et aussi par rapport aussi aux produits qu'on peut mettre dans notre corps, des produits voilà, des aliments pays, connaître son héritage culinaire, végétal, et bien d'autres choses, quoi. Très bien. Et alors, comment tu es devenue végane? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as rencontré des afro-véganes ou des véganes, ou est-ce que tu as vu des sources? Oui, en fait, je suis passée vraiment d'un régime omnivore à végétalien du jour au lendemain en rencontrant une personne afro-végane qui m'a interpellée sur plusieurs questions justement du véganisme, sur le rapport à l'impérialisme alimentaire, l'empoisonnement de l'Afrique. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais particulièrement remuée. Donc, bien sûr, je suis passée par toutes les étapes de dissonance cognitive dans le retour en RER, quoi. Donc, je me disais oui, non mais de toute façon, ça veut pas dire que c'est plus éthique. Ils mangent du sucre. Je sais pas. Pour moi, c'était un argument qui pouvait fonctionner, je sais pas. Bon, il a pas duré bien longtemps, mais je suis rentrée, je me souviens, c'est une des premières choses que j'ai dit à mon mec, c'est que je lui ai dit oh, mais en plus ça peut être sucré, quoi. Oui, tu vois, le sucre c'est vegan, hein, et pour autant voilà, et puis il y a du plastique, et puis au fur et à mesure je me suis dit bon, vas-y, fais tes recherches, vérifie quand même ce qu'elle t'a dit. Et en effet, force est de constater que c'était véridique, et ça m'a emmenée vers d'autres recherches, et surtout bien sûr des choses visuelles assez choquantes, mais pas forcément que ça. Ça m'a amené surtout à découvrir des comptes comme Earthling Head, ou par exemple comment il s'appelait déjà, JMDO,
notamment qui faisait beaucoup de vidéos débats où genre en fait il renversait justement tous ces arguments qui venaient par centaines dans ma tête, où je me sentais très originale de penser ça en me disant ah ça y est j'ai trouvé un truc qui peut tout retourner, le cri de la carotte. Bon j'ai quand même pas dit le cri de la carotte hein, mais bon clairement il l'abordait le cri de la carotte, la salade et tout ce qui peut être voilà on a branché une salade et on voit qu'il y a des petites comme sur un système un électrocardiogramme pour prouver qu'il faut pas manger la salade ou alors que il y a absolument aucune différence. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans, je me suis fait un peu une nuit de l'horreur où j'ai un peu découvert tout ça et surtout j'ai aussi surtout découvert ces gros mensonges et puis c'est ce rapport à la santé en fait qui m'ont assez choquée pour avoir eu une expérience de santé, que ce soit la mienne ou dans ma famille, très problématique, liée, enfin voilà, des maladies qui sont directement liées à cette problématique de consommation de produits animaux. Voilà, j'étais vraiment juste super en colère et donc après je crois 4 heures du matin, le lendemain j'étais végane quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est la santé du coup qui t'a le plus perturbé dans tous tes arguments ou qu'est-ce qui t'a le plus touché? L'écologie, l'éthique, l'anti-impérialisme, la santé? Vraiment, pour être sincère, le premier, ça a été vraiment l'anti-impérialisme parce que j'étais dans une démarche afro-féministe, donc et panafricaniste. Donc automatiquement, comme j'étais dans cette démarche de souveraineté, de soutien de la communauté noire, déjà ça m'avait particulièrement piqué quoi. Ensuite est venue bien sûr la condition animale parce que je me considérais comme une animal lovers. Voilà, je me disais moi j'avoue que j'adore les animaux, je les aime, voilà, je les mange aussi. Donc là, quand j'ai vu quand même des images très très violentes, et ce qui m'a le plus interpellée, c'était vraiment les porcinets, le claquage et comment est-ce qu'on faisait le jambon de Bayonne. Alors ça, je crois que j'en ai pas regardé beaucoup d'autres, mais vraiment ça m'a suffi quoi. Je me suis dit si toutes les autres sont comme ça, ok, c'est bon, je crois que ça suffit. Et ensuite, ça a été vraiment progressif. Et juste après, enfin progressif dans la nuit, quoi. Et ensuite, ça a été la santé, dans le sens où moi, je faisais pas forcément très attention à ma santé au niveau alimentaire, mais comme je venais vraiment de sortir, d'une période de longue maladie avec ma maman qui en est décédée. Bien sûr, quand je suis tombée sur des articles qui parlaient que ce soit du cancer du sein, de la décalcification des os, des cancers des os, des problèmes hormonaux, ça m'a vraiment, ça m'a rappelé des choses qui étaient encore très fraîches et j'avais aussi extrêmement conscience de la manière dont s'alimentait ma mère et malgré le fait d'avoir posé des questions aux médecins, quelle était la meilleure alimentation, faut savoir qu'en France, on s'en fout quoi. Clairement, on s'en fout. Il faut juste tenir la chimio, mais on ne pose pas de questions. On va pas nous dire. Alors maintenant, on nous propose des sophrologues, super. Mais par contre, on nous propose pas une alimentation adaptée, une alimentation qui ne va pas attaquer les os, sachant qu'on essaie de les fortifier quoi. Ça n'a vraiment absolument pas de sens et on est très éloigné de véritables solutions en matière de santé. En France, vraiment, j'ai l'impression qu'on pense que ce qu'on mange, ça ne joue pas sur nos problématiques de santé, quoi. Non, je suis assez d'accord et j'ai aussi l'impression que les médecins ont pas toujours une formation en nutrition qui est si solide que ça. J'ai l'impression qu'on soigne en fait les problèmes dus à la nourriture, mais on s'intéresse pas tant que ça au régime alimentaire. Et du coup, est-ce que le véganisme, il a eu des effets, toi, sur ta santé physique ou sur ta santé mentale? Alors oui, moi vraiment ça a été assez assez dingue. C'est-à-dire que je suis déjà de base je suis asthmatique sévère de naissance. Donc j'étais un peu une enfant de l'hôpital. Pendant longtemps, j'ai eu une scolarité un peu
complexe parce que je faisais beaucoup, voilà, l'école à l'hôpital, parce que, vraiment je n'avais pas de traitement correct. J'ai déjà fait un arrêt cardiaque et un coma. Donc ce qui fait que, voilà, j'avais vraiment une santé, voilà, j'étais assez faiblarde et vraiment ma mère a vécu, voilà, des allers-retours, à l'hôpital, assez compliqués, quoi. Et en grandissant, ça ne s'est pas amélioré, mais on va dire que j'avais un traitement qui me maintenait, en vie, sauf quand, c'était l'hiver. Voilà, l'approche, octobre, novembre, tout ça, ça commence à être catastrophique. Je faisais tout le temps des, bronchites asthmatiformes, là, ça se suivait de SAMU et voilà, souvent, 1 mois, d'hôpital, sans parler de si je m'étais pris un peu à l'avance, intubation ou pas. Donc c'était assez compliqué et puis, sans, vouloir faire une pub, idyllique, hein, depuis que je suis passée végane, je n'ai plus refait d'hôpitaux, tout simplement. Et quand on s'intéresse, à ce que ça produit sur, comme effet sur, la partie, pulmonaire, ce type d'aliments qui sont hyper inflammatoires, en fait, c'est pas surprenant du tout, quoi. C'est pas surprenant du tout, mais moi vraiment, déjà je l'ai pas fait pour ma santé à la base. On va dire que je le faisais peut-être pour ma santé, oui, tout ce qui pouvait être, peur de reproduire, tout ce qui était cancer du sein, tout ça, mais vraiment pour moi, pour l'asthme, je m'étais un peu résignée avec cette fatalité en me disant: «Bon, voilà», et en plus c'est ce qu'on dit beaucoup dans la médecine, allopathique, occidentale. Oui, vous avez l'hérédité, vous êtes né avec, vous avez, voilà, le côté généalogique, voilà, des prédispositions. C'est comme ça, quoi. Donc je m'étais un peu, fait à l'idée et c'est vrai que le véganisme, ça m'a permis de voir, aussi d'avoir un certain contrôle sur ma santé et de le sentir, hein, dans mon corps, quoi. De sentir que, il y avait des choses qui changeaient, des choses qui s'amélioraient et surtout je suis passée par une phase de désintoxication de mon corps où carrément, les premiers mois, j'avais carrément mal dans les jambes. Pourtant je suis quelqu'un d'assez, je dirais pas, fin, mais voilà, un 38, quoi. Et c'est vrai que, voilà, je voyais pas forcément sur mon corps que j'avais énormément de rétention d'eau ou des choses comme ça. Mais pendant 1 mois après mon véganisme, je me disais: «Ah non, non, faut surtout pas que j'arrête. Je n'ai pas envie d'arrêter». Mais j'avais mal partout, quoi. Et après 1 mois, ça s'est arrêté. Mais en fait, genre, mon corps qui était tellement endormi, ankylosé par tout ce que je pouvais manger, en fait, il ne répondait même plus, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, je reprenais petit à petit, contrôle, de ma santé, voilà, et clairement de mon avenir parce qu'on n'a pas envie de finir, shooté à un traitement aux stéroïdes, hyper fort, voilà. De toute façon, ça ne tient pas sur la durée, hein, clairement. La plupart des asthmatiques d'ailleurs ne meurent pas d'une crise d'asthme au niveau des statistiques, mais d'un arrêt cardiaque parce qu'à force d'avoir toujours des traitements super fort. En fait, on a l'impression voilà, ça va ouvrir les alvéoles, pulmonaires, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça donne un coup de fouet au cœur pour envoyer beaucoup de sang, pour justement ouvrir, ces alvéoles et en fait, ça fatigue énormément le cœur de prendre toujours ces traitements-là, et en plus accompagné d'une alimentation inflammatoire on est encore plus obligé de prendre ça, sans parler de tout ce qui est cortisone, sans parler voilà, tout ce qu'on doit supporter dans notre corps. Souvent en plus d'ailleurs, on est obligé de prendre beaucoup d'antibiotiques parce que dès qu'on est encombré, ça tombe sur les poumons, ça bouche, ça noie les poumons, enfin c'est tout un bordel et bien sûr, voilà, moi j'ai toujours mon traitement, hein, c'est pas magique, j'ai toujours mon traitement, mais voilà, je le prends de manière beaucoup plus espacée. Je suis beaucoup moins en galère, quoi. Je me réveille pas la nuit en mode waouh, l'horreur, il faut que je souffle dans une paille pour essayer d'ouvrir naturellement voilà mes bronches. Donc vraiment pour moi ça a été incroyable parce que déjà je m'attendais pas à un tel changement et moi qui tombais toujours malade dès qu'il y avait un coup de froid, j'étais foutue, quoi. Là vraiment voilà, force est de constater que ce n'est pas le cas, quoi, et que même dans une pandémie ou dans une période où voilà, il traîne plein de microbes un peu partout,
j'en échappe malgré le fait que j'ai une santé fragile. Je pense quand même que c'est assez lié à tout ce que je mets dans mon corps. Et du coup, cette crise de douleur que tu as eu un mois après ton véganisme, c'était quoi? C'était une détox de ton corps? Ouais, tout à fait. J'en ai parlé avec des diététiciens enfin j'ai échangé notamment grâce aux réseaux sociaux et ils m'ont dit oui c'est complètement normal, c'est vrai que ça arrive. Et j'ai aussi une autre amie végane martiniquaise qui a aussi vécu ce moment où on se dit oula, c'est pour ça que les gens arrêtent en fait, c'est ça, ce n'était pas un mythe. Et en fait oui, c'est par exemple souvent, quand les gens vont manger, il y a plein de gens très minces, par exemple, qui vont manger des tonnes de McDo et qui vont dire, tu vois, moi, mon corps supporte très bien, je ne grossis pas, ça passe très bien, quoi. Mais en fait, c'est un problème qui est latent, c'est-à-dire que le corps le traite même pas. Limite, c'est plutôt bon signe de voir que le corps stocke les graisses, ou voilà, parce qu'il reconnaît les aliments, il reconnaît ce que c'est, quoi. Quand c'est pas pour autant que parce que c'est silencieux que tout va bien. Au contraire, quoi. C'est d'ailleurs la plupart des maladies insidieuses, du jour au lendemain, en fait, on se rend pas du tout compte, quoi, en fait. Hein. On n'avait pas forcément une santé faible ou quoi que ce soit. Sur le corps, ça se voyait pas. Et puis d'un coup, tac, c'est le propre des plus grosses maladies d'ailleurs, hein, d'être silencieuse comme ça et insidieuse. Donc, en effet, j'ai vraiment vécu un moment de détox, en fait. Vraiment, j'avais mal un peu dans les muscles, un peu comme si je découvrais que j'avais des problèmes de circulation, quoi, alors que j'ai pas forcément, voilà, j'ai jamais constaté ça. Je me disais, oui, je dois manger trop de sel, etc. Donc, pendant un moment, je mangeais plus de sel. Mais en fin de compte, aujourd'hui, alors que je peux manger quand même assez salé parfois, je me rends compte que voilà, c'est revenu à peu près à la normale, mais parce que je pense que j'avais vraiment un gros terrain inflammatoire, sans parler du fait que j'avais énormément d'allergies, des allergies alimentaires. En vrai, je pouvais pas manger grand chose. Genre, je suis passée végane un peu en mode Rambo, hein, parce que genre je pouvais pas manger grand chose, ni légumineuses, ni voilà, tout ce qui était lentilles, pois chiches, pareil pour tout ce qui était fruits à coque, arachides, voilà, les amandes, voilà, hein, je me demandais bien où est-ce que j'allais trouver mes nutriments. Et en fait, au fur et à mesure, j'intégrais petit à petit ces intolérances ou allergies qui étaient quand même assez fortes, hein. Et je me suis retrouvée à pouvoir les manger de nouveau, malgré un précédent essai de désensibilisation, infructueux. Voilà, tout simplement, quoi. C'était tout simple. Donc ouais, donc je te disais, par rapport, à ces allergies déjà, que ce soit en lisant notamment, Irène Grosjean, qui, parle notamment d'une alimentation vivante, que je ne pratique pas d'ailleurs. C'est-à-dire je ne pratique pas que ça, hein, parce que je ne peux pas. Voilà, je pourrais peut-être pratiquer une alimentation vivante quand je retournerai en Guadeloupe, mais là vraiment ici c'est compliqué. Donc voilà, sans céréales, sans ça, donc elle explique vraiment le rapport avec comment la création de mucus, ce qu'elle appelle les humeurs, c'est-à-dire le liquide dans lequel notre corps baigne, ce qu'appelle aussi Dr Sebi, le milieu acido-basique, voilà. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes choses, quoi, les mêmes bases. Mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup appris et surtout je l'ai extrêmement constaté. Et d'ailleurs où elle parlait des allergies qui sont souvent parfois justifiées, comme par exemple l'intolérance au lactose, qui n'est pas en fait une intolérance, c'est juste que votre corps fonctionne correctement parce qu'il n'est pas censé digérer correctement le lait vu que vous ne produisez pas de lactase une fois que vous êtes sevré. Vous la produisez seulement quand vous êtes bébé et surtout pour un lait maternel qui vous correspond ici, un lait maternel humain. Donc les matins légers qui passent pas, c'est complètement normal. Et voilà, et si vous devez passer un matin léger, prenez donc un lait d'avoine, quoi. Hein. Franchement, pas trop d'intérêt.
Voilà, vous pouvez, c'est vraiment des choses en fait où on se déconstruit, où souvent les gens ils vont dire ah oui mais t'as ça comme problématique, ça c'est pas une problématique, mais si par exemple le corps il n'arrive plus à reconnaître ce qui est bon pour lui et ce qui n'est et ce qui n'est pas bon pour lui, et bah automatiquement c'est qu'il y a un problème quoi. Et le fait que les choses rentrent à peu près dans l'ordre pour moi, même si j'ai toujours quelques petites problématiques, hein, j'ai réussi à me remanger 85% de ce à quoi j'étais allergique avant, quoi. Donc c'est-à-dire que je peux consommer des amandes, même des noisettes, des noix. Voilà, il me reste peut-être les noix de cajou, les noix de pécan que je ne consomme pas. Mais voilà, ça a été vraiment un changement drastique et je l'ai vu à travers juste le fait que mon corps il tolère ces aliments qui toute ma vie n'ont pas été tolérés quoi. Ouais, bah oui, parce que je vois sur ton Instagram que tu cuisines quand même avec beaucoup de lentilles et de pois, donc waouh. Alors, je vais pédaler en arrière parce que tu as dit en fait la raison principale pour laquelle tu es devenue végane, c'est l'anti-impérialisme. Et est-ce que tu peux expliquer un peu ça parce que je pense que c'est pas évident pour les gens. Alors l'anti-impérialisme alimentaire, en vrai, c'est le capitalisme, le colonialisme, c'est le racisme. En fait, toutes ces branches, toutes ces oppressions, tout ce système, hein, c'en est qu'un seul. Et notamment, ça peut regrouper plusieurs choses, comme par exemple dans l'anti-impérialisme alimentaire, eh bien, par exemple, on peut voir l'exploitation des denrées des pays racisés dont on peut être issu. Donc ça peut être bien sûr la Caraïbe, l'Afrique, mais aussi l'Inde, voilà, des endroits qui ont été Madagascar, des endroits qui ont été colonisés et qui sont actuellement pillés, ravagés pour notre confort. Et il faut savoir que nous, on a directement un poids, il y a un rôle dans cette machine broyeuse d'êtres humains et aussi d'animaux. Rien que par le fait de consommer de la viande, parce que pour nourrir ces animaux aujourd'hui, eh bien, on n'a pas assez de terre en France, par exemple, pour les nourrir avec nos céréales et nourrir tous ces animaux que l'on fait, que l'on tue chaque jour, 3 millions sur le sol terrestre seulement en France. Donc tout ça, ça va être, c'est quand même assez il va falloir quand même suite à ça trouver des solutions, et les seules solutions possibles c'est d'aller cultiver des céréales, etc., des aliments pour ces animaux d'élevage, mais dans d'autres pays quoi. Donc quand on est en train de dire oui, pray pour Amazonia, oulala, on est trop triste pour l'Australie. Voilà, pour ces peuples autochtones, qu'est-ce qu'ils subissent? Mais pourquoi est-ce qu'ils le subissent? D'où viennent ces feux? Voilà, l'état de l'Éthiopie, toutes ces choses, force est de constater que c'est extrêmement lié à l'élevage, à d'autres choses aussi, mais extrêmement lié à l'élevage. Donc déjà, en refusant ça, on essaie d'éliminer notre participation à cet instant de destruction, mais intense, quoi. Mais aussi, par exemple, pour prendre l'exemple du Sénégal, il faut savoir que la France a mis en place des traités qui font que elle peut aller pêcher jusque dans les mers, dans l'océan proche du Sénégal, et ce qui fait que tout cet espace est complètement pillé. Les pêcheurs qui exercent doivent toujours aller pêcher de plus en plus loin, et d'ailleurs ce sont ces personnes que l'on retrouve sur des bateaux pour fuir leur pays et venir chez nous. Donc, c'est-à-dire que quand on veut absolument notre poisson et qu'on est en France, en tant qu'afrodescendant, faut savoir qu'on a vraiment un rôle dans notre volonté extrêmement égoïste, et puis voilà, on joue directement sur l'appauvrissement de l'Afrique. Donc, quand on se soucie normalement du bon développement et de la souveraineté de ces peuples,
c'est la base de s'interroger sur quoi on peut agir. Bien sûr, on est vegan, on a des portables, on utilise des choses avec du colbat, mais ça, c'est des choses sur lesquelles on a très peu d'emprise. Par contre, faire en sorte de faire des choix éclairés pour déjà épargner des êtres vivants sensients qui sont capables de ressentir des choses, qui ont un but autre que de servir nos estomacs, et en plus, par la même occasion, de contrer ce capitalisme et voilà cet appauvrissement de cet héritage, pour moi c'est un levier qui est extrêmement important, quoi. Et surtout que c'est faisable, c'est simple, on a tout à y gagner, que ce soit santé, bien sûr si vous mangez des frites tous les jours avec de la mayo vegan, ça va pas le faire, mais juste avec une alimentation simple, c'est vraiment pas compliqué. Et ça vous permet aussi de quitter ce mode de pensée et ce système qui de toute façon n'est pas viable, parce qu'en fait tout le monde veut sa chair animale, tout le monde veut son poisson, tout le monde veut son animal, viande rouge, viande blanche, c'est pas la question. Et pour ce faire, il faut un niveau d'élevage et d'exploitation énorme, quoi. Et ça amène à des choses vraiment terribles, que ce soit en matière de non-respect de la vie animale, comme d'absence de respect de la vie humaine. Ouais, tout à fait. Et tu as prononcé le mot héritage. Est-ce que le véganisme ou l'afro-véganisme, c'est compatible avec nos héritages culturels, ou est-ce que c'est déjà dedans ? C'est-à-dire que très souvent, j'entends que le véganisme, et moi-même, c'est quelque chose que je pensais que c'était une histoire de blanc. Oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que je ne passais pas végétarienne, même si je comprenais bien que parfois qu'il y avait des petits soucis quand j'étais en train d'assaisonner le poulet, tout ça. Mais bon, je me disais, ça c'est un truc de blanc, on s'en fout. Il y a assez à gérer de notre côté, voilà. Je vois pas trop. Voilà, de toute façon, voilà. Après, j'avais toute cette dissonance qui prenait le relais. Et l'intérêt justement de l'afro-véganisme, c'est de convaincre et de persuader les afrodescendants que déjà ils ont tout à y gagner, parce que le problème du véganisme blanc, c'est que déjà il est pas très friendly avec les autres populations. Là, par exemple, je sais pas, je dirais la Chine, toutes voilà les végétariens type raciste. Comment ça s'appelle déjà celle-là? Brigitte Bardot. Gide Brie. Ouais. Voilà. Notre amie Brigitte, bonjour Brigitte. Voilà, Gide Brie, alors, à dernière nouvelle, moi je croyais qu'elle était végétarienne, mais bon, certains m'ont dit végane, ouais. Pourquoi pas, mais en tout cas représentative d'une conception pas très inclusive, toujours à cracher sur les pays. La Chine, ils font ça, ils tuent des animaux, ils tuent des chiens, des chats. Moi-même, quand j'ai adopté mon petit corbi, on m'a dit oui, non mais il est parce que mon petit corbi est Guada. Ah oui, mais à La Réunion, vous savez qu'il se sert des chats pour pêcher. Non, mais c'est vraiment des monstres. Enfin, voilà, toujours ce prisme un peu à deux vitesses qu'on peut constater déjà chez la population blanche, quoi. Toujours pas trop se regarder, mais c'est vrai qu'il va avoir peut-être un discours très très fort dans le véganisme blanc. On va dire oui, faut arrêter, faut abandonner ça, que ce soit ta culture, pas ta culture, on s'en fout. C'est pour les animaux, quoi. Quelque chose que je peux entendre, mais tout le monde n'est pas capable d'entendre ça, parce que faut savoir que la population noire a énormément perdu depuis, on va dire plus de 600 ans, beaucoup perdu au change. Sa culture a été falsifiée, annihilée. Elle a beaucoup perdu, et elle a gagné en traumatisme et en souffrance. Elle a aussi gagné en résilience, merci. Mais et en instinct de survie, mais c'est-à-dire que c'est très compliqué quand tout ce qu'il nous reste de traditionnel, on va dire que c'est ni la religion, on va dire à l'initiale, quoi,
c'est ni la religion, mais c'est souvent, voilà, on va dire même pas parfois les vêtements, quand on retourne à, par exemple, je sais pas, la source du wax, tout ça, ça a été vraiment, ça a subi énormément de changements. Donc on se dit, bon le côté gastronomique, c'est vraiment ce qui nous reste, on s'ancre dedans, c'est hyper précieux, quoi. Et que ce soit voilà, pour les afrodescendants d'Afrique ou pas, ou directement d'Afrique, ou par exemple de la Caraïbe, où là aussi c'est vraiment très très fort, parce que c'est carrément une nourriture de survivance, où on se dit mais regarde, ils nous donnaient ça et regarde ce qu'on a réussi à en faire. On a réussi à en faire de l'or, quoi. On a réussi à en faire quelque chose voilà, qui est magnifique. Voilà, c'est un peu comme une ode à la résilience et à la créativité de nos ancêtres. Donc, bien sûr, après tous ces traumatismes, quand quelqu'un te dit ouais, t'arrêtes parce que ça passe pas de la même manière. On se dit pas tiens, je vais l'abandonner, déjà parce que aussi facilement, déjà, même si les personnes blanches elles aussi peuvent avoir du mal à abandonner leurs traditions, hein, on les connaît, notamment par exemple les chasseurs, hein, le couvert de la tradition on connaît. Oui, mais la chasse à la glu, oh, ça c'est la tradition, pas sûr. Donc voilà, mais c'est vrai que on va être cet aspect sur l'abandon est assez traumatique, quoi, dans la population noire, puisque voilà, on se raccroche à ça, quoi. C'est très emblématique. Et le fait justement de puiser dans cet héritage pour justifier qu'au contraire elle a tout à y gagner, et justement à renouer avec des choses qui sont encore plus essentielles, qui sont encore plus proches de ses racines, qui ont peut-être subi de l'érosion, qui ont peut-être subi de la falsification, mais au contraire parce que le continent noir, l'Afrique, notamment, qui est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, était végétalienne, voire véganisme religieux pour certaines parties, certains peuples, quoi. Donc tout ça, on va voir ensemble, ça s'étudie, ça passe par des tonnes de recherches, mais ça montre que c'est absolument pas incompatible, et que contrairement à ce que voulait nous faire croire l'Occident, en nous faisant passer pour des peuples arriérés, voilà, qui au contraire, ou mangeurs d'hommes, tous ces mythes complètement montés de toutes pièces pour justifier leur monstruosité. Ça a permis justement à nous déconnecter de ce pouvoir et de cette alimentation qui d'ailleurs nous a fait tenir, et qui nous a fait aussi survivre à toutes ces épreuves, hein. C'est pas avec un patrimoine génétique de bouffeur de viande que tu survis à ça, hein. Voilà. Moi, ça m'intéresse beaucoup, les questions de projection, en fait, et cette histoire de Brigitte Bardot qui veut absolument prouver que les autres peuples sont cruels, et que c'est parce que c'est vraiment très colonial, cette projection du cannibale, cette projection de la personne qui dévore. Il y a vraiment cette perception très coloniale de l'Afrique comme étant une espèce de gouffre noir qui avale, et qui est totalement une projection, parce qu'à la fin de la journée, on en parlait l'autre jour, qui dévore qui dévore qui mange qui, et que ce soit physiquement ou que ce soit symboliquement par le fait de transformer les corps noirs en fuel pour le capitalisme blanc, c'est bien l'Europe qui est dévoreuse à la fin de la journée, et pas l'Afrique. Donc tous ces discours de cannibalisme, de manger, de dévorer, de torturer, je sais pas s'il y a des gens qui font de la psychologie des peuples, mais c'est très intéressant parce que c'est totalement une projection, totalement une projection de l'Europe. Et... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je trouve qu'en plus, par rapport à cette, voilà, ce côté, voilà, dévoreur, déjà on voit que on peut constater, voilà, que cet héritage de toujours vouloir essayer de défendre quelque chose, mais en montrant que, regardez, il y a quand même pire. Et d'ailleurs, c'est un mécanisme par exemple, on peut constater très français, qui par exemple va dire, regardez, ici il n'y a pas de racisme. Regardez donc aux États-Unis, nous il ne se passe pas, nous il ne se passe pas ça, alors que eux ils sont, on n'a pas eu de ségrégation. Hélas, je suis désolée, mais sur les colonies,
Il y avait un état de ségrégation, les gens. Hein. Aujourd'hui, qui a accès quand on voit les personnes au pouvoir, voilà, il y a vraiment un plafond de verre. Et puis, comme récemment, je regardais aussi un documentaire, c'était Regard Noir de Aïssa Maga. Où justement il parlait par exemple du Brésil, où elle disait voilà, ici aussi ils sont très fiers de dire qu'il n'y a pas de ségrégation, etc. Et c'était notamment la danseuse de samba qui avait été sacrée reine, mais qu'on lui a retiré la couronne parce qu'elle était noire, quoi. Ça n'allait pas, sachant qu'il y a 54% de la population est noire au Brésil, quoi. Et c'est pas parce que on n'est pas dans un espace, voilà, là c'est pour la fontaine pour les personnes de couleur, là c'est pour les personnes white, etc., que on n'est pas dans une violence, mais toujours essayer de détourner le regard, de faire un peu ce chat et la souris en disant regardez plus par là, alors qu'au contraire on incarne mais une violence mais juste incroyable, quoi. Comme quand on voit encore aujourd'hui sur des plateaux télé des personnes qui vont dire oui, alors la France a peut-être été des personnes qui ont créé la traite négrière, mais c'est une des premières quand même qui l'ont abolie. Tu vois, cette perception de toujours comme si ça annulait, quoi. Tu vois. Et vraiment cette violence dissonante, je pense que même si on voudrait aller plus loin, en tant qu'afrodescendant ou même en tant que personne de ce système, on l'hérite un peu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans cette dissonance, que on veut pas et qu'on reste complice à quelque part, parce que on a intégré ce mécanisme de malhonnêteté, tout simplement. Je pense que c'est un point qu'on pourrait réfléchir. Comment cette dissonance ou cette malhonnêteté intellectuelle, elle peut devenir carrément culturelle, limite, quoi. Tellement c'est un niveau de ouais, mais regarde, voilà, un peu comme avec le sucre. Non mais regarde, mais eux, regarde, ils font pire, mais non, genre pour vraiment enlever toute cette responsabilité et être dans cette illusion fabriquée de toutes pièces que l'on peut reconnaître en vrai, hein. Tout le monde, puisque personne ne veut voir ces vidéos d'abattoirs, personne ne veut voir cette réalité, mais tout le monde veut continuer à évoluer dans ce système sans l'étiquette de la monstruosité. Au contraire, avec même l'étiquette de la conscience, d'où de multiples appellations qui sont nées pour ne pas trop choquer les gens et ne pas trop les faire bouger de leur ligne, quoi. Ouais, la stratégie de l'épouvantail. Voilà. C'est très commun, mais au fond de nous-mêmes, quand on n'est pas cohérent avec nos idées, on se sent pas bien. Enfin, moi, je sais que j'ai été soulagée quand la dissonance cognitive elle a sauté. Il y en a peut-être encore un peu, hein, mais je veux dire, le moment où tu commences à aligner ton comportement avec tes pensées, tu te sens mieux, ça libère. Et tout à fait. Tout à l'heure, tu as mentionné donc l'héritage et l'importance en fait de voir que ça existait déjà. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ça et comment est-ce que tu te renseignes en fait sur le véganisme précolonial du coup, je suppose? Ou peut-être pas véganisme, mais les alimentations végétaliennes précoloniales. Alors ça peut être sur des alimentations précoloniales, période précoloniale, mais ça peut aussi remonter bien avant, hein, pas juste bien avant. Par exemple, je m'appuie beaucoup aussi sur des recherches d'Égypte antique, par exemple, notamment grâce à des livres type Kemetic Diet ou même Sacred Woman de Queen Afua, ou alors tout simplement des recherches de Cheikh Anta Diop, qui ne dit pas explicitement, bien sûr, que les personnes sont véganes, mais par rapport à leur type d'alimentation, et même des recherches issues de l'égyptologie, rien qu'en se basant sur les recherches d'ailleurs qui sont d'ailleurs très souvent falsifiées, mais par exemple juste avec
les principes religieux, les accords maatiques. Qu'est-ce que c'est des accords maatiques? Donc c'est les lois, les 42 lois qui répondent, voilà, à la justice, voilà, de l'énergie de Maat. Donc dedans déjà, c'est très clair en fait. Hein, il y a juste à lire et c'est très clair. On n'est absolument pas dans cet aspect, voilà. Par exemple d'anthropocentriste, voilà, tu te répands sur la terre et puis tu manges tout ce que tu peux asservir, tu le servis. Tout ce que tu peux faire, vas-y, fais-le, c'est freestyle, quoi. Clairement, on n'est pas dans ça, on est déjà dans le respect de l'équilibre. Et carrément, on peut même y lire que des animaux voilà, qui sont tués alors qu'ils, entre guillemets, ne le devraient pas, dans le sens, ils seraient pas malades ou ils ne voudraient pas, genre, en gros, être soulagés, voilà, des animaux blessés, eh bien, ils peuvent, dans la mort, rapporter au pharaon des comptes, ainsi que à l'énergie maatique. Mais en fait, voilà, parce que souvent les gens prennent ça pour des déesses, mais il n'y a pas de déesses dans les croyances de l'Égypte antique. Ce sont juste des autres flux d'énergie, des autres forces. Voilà. Donc déjà par rapport à ça, se renseigner par rapport aux religions, au vaudou qui a été énormément diabolisé par exemple. Très quand on pense vaudou direct, on se dit ah bah le poulet qui se fait égorger direct. Alors que loin d'être dans cette énergie et dans ce type de pratique, à la base, bien sûr, aujourd'hui, hélas, ça continue d'être assigné à des gestes parfois violents. Mais c'est-à-dire que à la base, c'est vraiment une religion et une pratique d'amour et voilà, de respect de tout, puisque l'animal est enseignant. À partir de là, l'animal est enseignant. On n'est même pas dans une pensée, on va dire, anthropomorphique, par exemple, occidentale, où on va le considérer comme si on doit le respecter, c'est parce qu'on le considère comme notre enfant ou comme voilà, c'est comme mon fils, voilà. Voilà, ce côté très paternaliste, quoi. Plutôt paternaliste d'ailleurs, ouais. Là, on est vraiment sur limite l'animal a quelque chose à t'apprendre. Et d'ailleurs, je te remercie pour cette recommandation de Undrowned, je sais pas si je dis bien le mot. Undrowned Black Feminist Lessons. Undrowned. Voilà. Merci beaucoup parce que je l'ai commencé. Et je trouve que vraiment super intéressant par rapport à justement toutes ces questions et tout cet héritage justement de cette phrase qui fait écho chez beaucoup d'afrodescendants. Voilà, ils se disent pas ça sort de nulle part, hein, ils entendent complètement ce que je dis quand je leur dis cette fameuse phrase, pour la plupart du moins. Et je trouve que quand elle dit voilà, je suis une apprentie des mammifères marins, c'est totalement ça. Il y a tout à apprendre d'eux et ils ont des choses à nous enseigner. Et je trouve que vraiment, comme en plus c'est sur du black véganisme, black féminisme, c'est très intéressant de prendre d'aborder les choses de cette manière, quoi. Parce que c'est vraiment dans notre paradigme initial que de considérer la nature et surtout ces êtres vivants comme des individus qui nous montrent le chemin, quoi. Donc vraiment, si l'individu c'est ton prof, tu vas pas le bouffer, quoi. Non, on n'est pas sur ça. Et surtout, j'ai envie de dire, les choses poussent. Les choses poussent. Alors si aujourd'hui il y a autant de terres asséchées comme par exemple au Sahel, c'est lié à un dérèglement climatique. À une certaine époque, ce n'était pas comme ça. Donc c'est-à-dire que et ça va être de pire en pire. Voilà, je le souligne pour les gens qui auraient envie de se poser des questions, comment régler ces problèmes de famine ou des choses comme ça. Il y aura de plus en plus de famines et de réfugiés climatiques à force, puisque bien sûr tout ça va bouger et les premières victimes seront les personnes racisées issues de ces pays chauds. Donc là, ça va vraiment bien monter, quoi, pour eux, quoi. Ouais.
Et il y a deux choses que tu as dit qui m'intéressent beaucoup et je vais revenir sur Alexis Pauline Gumbs parce que je suis une grande fan, donc en fait je vais en parler tout le temps. Hein. Vous allez la voir sur mon Instagram. Non, mais elle est incroyable. Incroyable. Donc le kémétisme, moi je connais pas du tout. Le vaudou un peu plus parce que moi mes ascendances sont haïtiennes. Et ça m'a beaucoup intéressé, encore une fois, sur les questions de projection, à quel point les Américains se sont réappropriés la figure du zombie, qui pour les gens qui ne savent pas, vient du vaudou haïtien, en fait. Hein. Le zombie que vous voyez dans tous les films, qui est complètement déformé, vient du vaudou haïtien, et la façon dont les Américains l'ont interprété, c'est donc quelqu'un qui a volé l'âme de quelqu'un et qui ne se sert que de son corps. Et c'est exactement ce que le capitalisme fait, c'est-à-dire que tu dénies l'humanité des gens, des animaux, de tout, et tu veux te servir de leur corps pour le développement du capitalisme. Et toutes ces appropriations de mythes, le cannibale, le zombie, ne sont que des miroirs. Et ça m'intéresse énormément parce que pour moi, les livres comme celui d'Alexis Pauline Gumbs, où elle, en fait, est en dialogue, non pas avec la blanchité pour les convaincre qu'elle est humaine, mais avec les animaux pour qu'on qu'on apprenne les uns des autres. Pour moi, c'est une façon vraiment de remettre notre âme dans notre corps et de la revaloriser et de le faire avec les animaux et non pas avec la blanchité. C'est vraiment cette forme de quel type, c'est ce dont on parlait, où on se disait mais quel type d'humain et quel type d'humanité veux-tu embrasser? Parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'une seule, et il n'y a pas que celle de la violence et voilà, de cette dévoreuse de monde et de cette possession, hein, cette obsession avec la possession, la propriété, à moi, dans tous les sens, quoi. Sortir de ça, en fait, une autre humanité est possible, en fait. C'est vraiment ce livre, je te remercie, je sens que il va beaucoup jouer dans ma construction et ma perception, parce que même moi, tu vois, genre même si je pense que j'ai déconstruit à un certain niveau, il y a des choses voilà, quand tu as dit voilà les leçons qu'on peut avoir de ces êtres marins, je me suis dit ouais quoi, tu vois. Tu sais, je me suis quand même dit ça, tu vois. Je me suis dit ouais mais quoi, genre je sais pas, tu vois. C'est alors que bon, quand même, quand on est voilà dans ce travail-là, on a un peu un regard d'ensemble, mais c'est ça qui est très beau là-dedans, c'est qu'en fait non, on ne cesse d'apprendre, et en fait vraiment beaucoup de choses sont à revoir, et il y a une vraie richesse là-dedans, quoi. Et c'est pour ça que quand j'ai appris ça, et d'ailleurs j'ai appris cette phrase de l'animal est enseignant de la part d'un Rwandais qui me disait ça, et qui mangeait de la viande. Mais franchement, ça a tellement résonné en moi, et ensuite je l'ai entendu dans d'autres sujets panafricanistes, où notamment il parlait de tout ce qui était abduction dans l'islam, qu'en fait qu'on connaissait avant, en fait, et toutes ces abductions, en fait, c'était l'observation de ces chimpanzés, leur manière de se nettoyer, par quoi ils commençaient, des choses comme ça, quoi. Donc c'était super intéressant, quoi. Et pour revenir sur la question de l'humanité, parce que moi ça me fascine. Enfin, l'humanité, ou en tout cas la façon dont on la définit, c'est intéressant qu'elle soit arrivée en même temps que l'esclavage, en fait. Les droits de l'homme, la définition de l'humain, l'humanisme, tout ça, c'est des choses qui se développent avec la colonisation, et ça vous dit à quel point le mot humain, tel qu'il apparaît à l'ère moderne, il est construit contre les Noirs. Il est construit par opposition à l'africanité et à la noirceur. Et pour moi, je ne peux pas, quand bien même on finirait par nous donner un statut d'humain, c'est pas de ce statut d'humain-là que je veux, en fait. Et voilà, c'est quelque chose pour moi vers lequel on peut nous aider. Hein. Oui, en fait, c'est clair que la construction de l'humanité de aujourd'hui telle qu'on la connaît, déjà, elle est liée à l'animalité en tant que anti-humain. Plus on considère que tu es éloigné de l'animalité, plus on va dire que t'as le droit de vivre, quoi, t'as le droit d'être. Et bien sûr, toute cette question de l'animalité, elle est extrêmement et étroitement liée aux personnes noires, puisque c'est à cette période qu'il y a eu toutes les comparaisons les plus
les plus incroyables, pas pour justifier au contraire de belles choses, mais au contraire pour vraiment descendre et dire regardez, ils sont moins que des animaux, ils sont sans âme, ils ont le même comportement mais sans ci, sans ça, pour justifier que c'était des êtres meubles, que ça pouvait être des biens et qu'ils étaient tout sauf des êtres humains. Et tout ça, c'était en rapport à l'animalité. Il faut savoir que pendant la chasse coloniale, ce moment où Rimbaud et d'autres personnes barjots comme Gallieni s'éclataient voilà à servir des peuples, à défoncer leur héritage ainsi que leur faune et leur flore, eh bien on trouve des récits où justement on va soit complètement on va soit complètement dévaloriser la personne voilà qui vit sur ces terres en le traitant de lâche. En fait, c'est intéressant ces deux ambiguïtés en disant voilà, alors ils sont la lâcheté totale, notamment voilà, un jour on était sur des pirogues, on leur a demandé de nous emmener là, ils ont vu un hippopotame. Et donc ils ont quitté la pirogue et rejoint la rive à la nage, quoi. Sachant que c'était pas un espace de leur territoire, donc ils partent du principe en fait que si c'est pas chez toi, tu vas pas aller tuer le mec dans sa tanière, c'est pas chez toi, donc tu te casses, tout simplement. Et eux, ils étaient en mode, nous, on a des gros fusils, donc on va tous les défoncer et regarder notre supériorité comparée à eux, les locaux, la lâcheté. Ce qui, par exemple, dans d'autres cultures, on va peut-être pas dire que c'est de la lâcheté, ça va être la compassion, ça va être, c'est trop marrant, ils veulent même pas marcher sur l'herbe pour pas tuer les fourmis, trop incroyable ce peuple. Bon, on connaît les minorités modèles et toutes les stéréotypes voilà un peu illusoire voilà qui sert différentes causes quoi qui sert aussi à la hiérarchisation des races. Et puis ça reste raciste parce qu'en fait que vous alliez dans un extrême ou dans l'autre, que ce soit tout bon ou tout mauvais, vous refusez la complexité des gens. Tout à fait, c'est-à-dire que même les minorités modèles, déjà c'est comme quand on dit voilà, il est gentil, il était gentil, voilà, tous ces trucs là, c'est toujours en fait des imaginaires qui les sert eux, qui sert voilà cette hiérarchisation, qui sert un état de domination, parce qu'en fin de compte ces personnes-là font quand même partie des rouages qui sont broyés, et eux qui sont à l'abri, ils sont là-haut, ils font pas partie de ce système. Eux ils ont le droit à leur individualité, à leur multiplicité. Les seuls qui rentrent dans des cases, au contraire, voilà quoi, ce sont les personnes voilà qui sont racisées quoi, qui sont dans ce système quoi. Et par exemple voilà le fait qu'on va nourrir d'un côté la lâcheté de ces personnes et de l'autre côté leur férocité, ils font peur, il faut le corps noir par exemple fait peur, il faut le dominer. Il faut voilà parce qu'il fait peur par sa puissance, par leur imaginaire de la puissance. Ils sont beaucoup trop physiques, des choses comme ça fait peur. Ce sont des monstres. Comment est-ce qu'ils tuent leurs animaux? C'est n'importe quoi. Nous au moins on fait ça proprement. Oui, alors là merci beaucoup, avec des armes et tout. Donc, quand on lit tous ces récits de chasse coloniale, on voit à quel point le colon, quoi, le colon criminel, là, il est vraiment ambigu, quoi. Il essaie vraiment de soit, voilà, se valoriser au-dessus de la personne autochtone en disant voilà je suis dominant dans la prédation, mais par contre je ne suis pas dans votre sauvagerie quoi, alors que c'est complètement lui qui crée cette sauvagerie et au contraire qui ne comprend rien à rien et qui ne fait que défoncer, que éclater, écarteler la culture, les vies des gens quoi. Il y a tout un processus par rapport à l'animalité, et d'ailleurs même les soldats pendant la colonisation s'entraînaient sur les animaux avant par exemple de mener des guerres face à des tribus. Donc il y a vraiment un rapport voilà il y a un rapport de limite voilà d'entraînement sur la faune et ensuite sur les êtres humains quoi.
Oui, tout à fait. Et cette création de la sauvagerie, elle est intéressante parce que, enfin, c'est intéressant de voir comment ce mythe fonctionne parce qu'en fait, on va créer un sauvage, mais on pourrait croire que quand tu crées un sauvage, t'as envie de partir, en fait. Mais eux, ils créent un sauvage qu'ils se doivent de sauver. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, tu crées un mythe pour justifier ta présence. Mais dans un sens, ça donne aussi des pistes de solutions pour nous parce que la blanchité, en fait, elle n'existe pas sans le sauvage. Tout à fait. Mais le Tout à fait. sauvage, il existe tout à fait sans la blanchité. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai pas besoin de la blanchité pour me définir. Eux, ils ont besoin de moi pour se définir. Ils sont beaucoup plus dépendants, tu vois. C'est eux qui sont coincés à la fin de la journée parce que leur humanité, elle est définie en opposition par rapport à quelque Mais chose. exactement. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, un peuple qui a besoin de philosopher en disant bon maintenant on arrête les conneries, c'est l'humanisme. Voilà, pour définir qu'on est des êtres humains et que là on fait un peu plus gaffe au truc, quoi. Qu'on fait un peu plus, voilà, c'est l'humanisme maintenant. On fait attention, hein, sachant que c'est une des périodes aussi où ça a continué à cramer des femmes, voilà, sans parler de l'esclavage, voilà. C'est voilà, quand t'as besoin de mettre des mots hein, pour sauver ton âme, c'est qu'il y a un gros problème, tu vois. On a besoin de se rassurer, Georges. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est ça. C'est bon, là, je me suis mis un petit post-it. Tu ne dois pas être un gros taré. Tu ne dois pas. Voilà. Ah, j'ai complètement oublié. Hashtag Voltaire. J'ai zappé. Mais vous êtes sûr que vous avez fait vos affirmations du matin? Oui, oui. Ça va marcher, tu vois. Mais c'est un livre à écrire, l'humanisme comme développement personnel. Ah mais grave et tellement et je pense vraiment hein, qu'ils sont tellement dans un c'est vraiment c'est vraiment un peuple qui s'est forgé qui s'est basé de toute façon sur le mensonge et les illusions, la ruse, le vol, le pillage. Bah déjà parce qu'ils étaient traumatisés, ils ont vraiment eu très très faim. Hein, quand tu vis dans un endroit, moi je dis toujours regardez Viking, la série La Barbare. Moi d'ailleurs j'arrive pas à regarder. Hein, ça, dès que je regarde un petit peu, je suis genre oh là là, j'en peux plus de. Je le vois déjà au quotidien tout ça. Tu vois. Pourquoi la guerre je sais pas pour un poulet. Ah d'accord. Parce qu'ils ont la dalle, ils sont dans des états de survie incroyables. Et d'ailleurs on lit ça très très de manière très lisible dans Nation nègre de Cheikh Anta Diop ou même Civilisation et barbarie où ces personnes-là c'était ils étaient présents hein, bien sûr ils étaient présents mais genre c'était les peuples tatoués un peu barjots qui faisaient un peu honte quoi. Il disait vraiment même Champollion disait franchement on n'était pas il y avait pas trop de quoi être fier quoi. Tu vois, c'était un peu ouais aïe aïe tu vois. C'était pas trop le moment, voilà. Et bien sûr, la couture est née en Afrique. Ensuite, ils ont bien voulu initier ceux qui voulaient être initiés. Et là, c'était des ingrats, mais bon, ça, ils savaient pas. Voilà, en mode, je vais signer mon nom en dessous. Hein, je vais signer Pythagore. Voilà, je vais signer moi Thalès. Voilà. C'est à moi, tu vois. Donc bon, c'était dans l'illusion, dans cette ruse, mais en fait, toute cette puissance, cette domination, elle s'est articulée autour d'un mensonge, quoi, autour d'un pillage du savoir, hein, cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui a pris feu comme par magie. Voilà, autour d'un savoir, ça a été le pillage, autour d'une détestation. Hein, on peut aussi regarder, je sais plus quel livre j'avais lu sur Médusa et notamment qu'elle représentait la femme loxée avec ses tentacules, etc. Donc la détestation, oui. Petit tatouage en cours, hein, justement avec voilà ces tentacules. Quelle est la représentation? Elle existe en fait cette représentation de Médusa qui est un peu la perfide femme qui ensorcelle les hommes en fait. Hein. Donc, mais par contre, dès qu'on la voit, elle est immonde. Mais bizarrement, hein, quand même, elle est très, très ensorcelante. Et on sait à quel point ces gens-là ont un gros problème avec tout ce qu'il y a d'apparat avec les femmes noires, quoi.
On a pu J'avais voir ensuite. jamais fait le lien entre Médusa et les femmes noires. Je m'étais toujours partie du principe que c'était une femme queer, je sais pas pourquoi. D'accord, Ah ouais, waouh. peut-être aussi, pourquoi pas. Je sais pas, il y a un truc très queer chez les poulpes, je sais pas, les octopus. Enfin bref, peu importe. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais pendant cette période, vu que de toute façon ils ont fait des copier-coller de l'Égypte antique, c'est très intéressant qu'ils y aient mis une femme qu'on déteste, une femme qu'on doit tuer, qu'on doit lui couper la tête. Bon, et voilà. Donc, mais j'essaierai de te retrouver les liens que j'avais vus dessus, mais c'est super intéressant. Et il y a juste à regarder cette silhouette en fait. Et oui, et c'est une silhouette de locks quand on les attache, quand on les lâche, parfois elles prennent une forme, ils sont assez faciles à boucler. Et puis aussi, tu vois, tout ce volume sur la tête, c'est intéressant qu'elle ait ses serpents à cet endroit-là, quoi. Hein, donc voilà. J'ai appris quelque chose. Génial. Et du coup, t'as parlé de Cheikh Anta Diop, du kémétisme, et est-ce que ton intérêt, moi je connais vraiment très peu de choses sur ça, est-ce que ton intérêt sur ça, il est surtout historique, ou est-ce que ça s'inscrit dans ta spiritualité? Alors, on va dire qu'il est surtout historique parce que même s'il y a des choses que je connais très bien parce que mon papa m'a fait baigner dedans. Voilà, mon papa c'est un peu le chaman de la maison. Des choses qui aujourd'hui, voilà, les éphémérides, l'astrologie, voilà tout ce qui est les principes kabbalistiques, les plans, divers plans d'évolution. Ça c'est des trucs. Moi je prenais un peu mon père pour un ouf, franchement sincèrement. Mais j'ai grandi dedans. Aujourd'hui, des choses qui me font bien rire parce que c'est complètement accepté. Et des copines blanches qui venaient chez moi un peu en mode non mais il est trop bizarre, c'est trop bizarre, machin. Mais aujourd'hui, je les vois faire, je les vois essayer du moins avec justement toute cette astrologie appropriée. Voilà, moi c'est toujours ce que je leur dis. Je leur dis mais tu crois que le Scorpion, tout ça. Ça vient d'où tout ça, ces bêtes là? Ça vient de chez vous? Voilà, bon, je suis pas très sympa, c'est vrai. Mais voilà. Mais tu vois, en tout cas, cette initiation, je l'avais déjà, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est lié à mon militantisme ou autre. C'est des choses qui me sont assez familières, mais c'est vraiment au niveau historique et ça me permet en fait, sans me dire ah bah voilà, toute l'Afrique était totalement. Si en tout cas sur certains peuples, elle l'était pas totalement, elle était allée keto à 20% quoi. Ce qui est quand même très largement plant-based, mais parce que c'est logique quoi. Quand les choses poussent, quand elles sont là, quand t'as des graines, pourquoi tu vas aller tuer des animaux, sachant que les gens oublient très souvent que tuer un animal c'est très difficile. C'est pas du beurre, le gars. Donc il a un squelette, c'est pas simple quoi. Donc quand t'as le choix, mange ta noix de coco, mange ton manioc, etc. Et en règle générale, tu le fais juste pas quoi, parce que c'est trop chiant quoi. Non mais oui, la vie c'est pas un film d'action en fait, c'est long de tuer quelqu'un. Ouais, grave. C'est long, on voit vraiment, tu sais, dans les films, c'est en mode pouf, t'es mort, tu vois. Non, c'est long de le tuer. C'est long de le tuer C'est à long, la l'agonie, c'est long. Ouais. Même si t'es étourdi, c'est long. C'est chaud. Et oui, de toute façon, mais aussi parce que, comme tu disais, voilà, on n'est pas dans un film d'action, mais parce que aussi, on est dans une société et dans une culture de l'illusion, de la falsification. Ça, c'est le dada, quoi. Quand on est en mode les produits laitiers, et t'as la vache qui est en mode t'en veux. On est dans un. Elle est glou glou glou. Ouais, grave. Tu sais, le cochon qui se jette sur la table en mode yeah, attrape-moi, tu vois. En mode, je suis déjà sur la table, pas besoin de me cuire. Tu sais, ce suicide animalier, où carrément, tu t'interroges si est-ce qu'il veut. Non, mais vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois. Donc, on est dans une culture de toute façon de la falsification et du mytho de base. C'est comme ça que ça s'est construit. Tu vois, c'est comme ça que ça s'est construit. Ça s'est construit sur, voilà, il y a des sauvages, des gens ce sont même pas des êtres humains. C'est comme ça que nos nations dans lesquelles on vit se sont construites, en défonçant des gens et en mentant et en s'inventant une humanité mais construite de toutes pièces, quoi. Et alors, en parlant de falsification, de mythes, toi, tu as décidé d'être créatrice de contenu, donc de partager. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça?
Alors, ce qui m'a poussée à faire ça, c'est que, bah, déjà, franchement, je me sentais pas assez solide, pour avoir fait seulement une action et je crois j'étais en dépression pendant 1 mois, quoi, tellement j'étais choquée. Je me sentais pas, la force d'aller, faire des blocages d'abattoirs ou même, me mettre en danger en tant que femme noire métisse, face à la police. Déjà, j'ai une peur bleue de la police, en vrai. Ouais, juste triste, je pense, mais bon, c'est vrai que quand on va là-dedans, on se dit ouais, faut agir et bon bah là on voit les activistes qui sont traînés par la police, mais bon voilà, ils sont traînés gentiment. Qu'est-ce qu'ils vont te faire à toi quoi? Bon, voilà, non merci. Mais je sentais que j'avais vraiment besoin d'agir et surtout de donner des clés et aussi de m'alléger, hein, par cette action de m'alléger parce que souvent les gens ils me demandaient oui qu'est-ce que tu manges bah mais tu manges quoi d'autre bah je leur disais toujours bah tout le reste bah tout le reste y a pas grand chose hein donc souvent on me demandait voilà ce que je mangeais et tu sais c'était un petit peu question pour un champion en mode vas-y pour un apéro tu proposes quoi tu sais j'étais juste comme ça je vais pas tu sais les gens je sais pas ils font leurs courses, ils savent même pas ce qu'ils vont acheter. Puis toi, en tant que personne végane, faut que t'aies un menu à décliner pour un apéro télé, un apéro un peu plus soutenu, tu vois, avec des trucs voilà, un repas du soir, un repas de Saint-Valentin. Enfin, tu vois, genre comme si tu avais que des menus comme ça en tête. Et je me suis dit bon bah écoute, je vais écrire tout ce que je cuisine sur un site, puis je vais prendre des photos comme ça, ma famille, elle pourra avoir un lien quoi ils ont pas besoin de me dire on sait pas comment on fait bah voilà tu sais maintenant c'est écrit tu vois et voilà et puis surtout bah voilà ils viendront plus me taquiner ou m'embêter avec des questions comme ça je leur enverrai un lien quoi donc et c'est vrai que les fois où je l'ai fait c'était pas forcément pour ma famille et c'était dans une soirée et j'ai vraiment adoré quoi j'étais genre ouais trop bien les gens ils me disaient non mais comment tu bah tiens hop voilà et clairement, la personne, je suis pas sûre qu'elle va aller voir, tu vois. Mais le fait qu'elle sache que bah il y a de la ressource, bah ça la remet un peu à sa place et toi tu peux profiter de ta vie quoi. Et si je veux aller un peu plus loin, voilà. Mais par exemple, je vais pas m'arrêter sur des questions qui pour moi n'ont pas vraiment de sens. Est-ce que c'est bon la bouffe végane quoi? Pour moi, ça a vraiment pas de sens quoi. Tu vois, genre, bah oui, que c'est, enfin, je sais pas, tu sais, ça me fait toujours penser à cette fille qui habite pas loin de chez toi, tu sais, en mode You don't like watermelon, you don't like pineapple, tu vois. C'est genre, voilà, mais pourquoi ouais, j'ai jamais goûté la nourriture végane. Est-ce que c'est bon? Mais bien sûr que t'as déjà goûté. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, donc bien sûr que t'as déjà goûté. Du riz, des lentilles, voilà, et je suis sûre que tout le monde n'a pas des queues de cochon dans ses lentilles à chaque fois. Faut arrêter, arrêter de mentir. Donc non, mais voilà. Donc moi, je voulais vraiment me débarrasser un peu de cette question qui me paraissait assez superficielle. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était vraiment une arme de ouf, en fait, de savoir cuisiner, de faire baver les gens, parce qu'en fait, on pouvait retenir leur attention et leur parler de choses beaucoup plus sérieuses, quoi. Leur parler d'enjeux bah, beaucoup plus sérieux quoi. C'est-à-dire que moi sur mon Insta, j'ai commencé voilà avec une histoire du Colombo et je me voyais pas juste écrire ouais, c'est sympa le Colombo, un truc dominical chez maman. Parfois je le fais hein. Mais je me voyais pas faire ça tout le temps et je me suis dit bah tiens, je vais m'interroger sur bah d'où vient ce nom Colombo pour ces épices venues d'Inde. Enfin même si c'est un mélange qu'on cultive. C'est pour ça que en fait c'est le même mélange que le curry, juste que c'est avec les bases qu'on trouve dans la Caraïbe. C'est un autre mélange quoi. De toute façon le curry c'est un mélange. Mais voilà, on va dire contrairement au madras qui est un mélange bien particulier, bah le Colombo c'est un mélange bien particulier. Je me dis tiens c'est quand même bien étrange que le truc s'appelle Colombo et Christophe Colomb quoi. Donc je me mets à faire des recherches un peu partout. Et au fur et à mesure, je vois qu'en effet, il y a une véritable trace et que si même notre plat, bah voilà, un régional, s'il faut s'appeler comme ça, notre plat de base quoi,
hyper emblématique de la Caraïbe, il porte le nom de ce salaud, quoi, en fait. Donc, tu vois, tout ce truc à déconstruire, à questionner aussi à quel point, quel est leur intérêt à mettre le nom d'un gros taré dans des épices, dans des plats, mais en fait tout ça fait partie d'une falsification, tout ça fait partie d'un asservissement des mentales pour te faire accepter coûte que la blanchité fait partie de ton histoire, tu vois. Même si, clairement, voilà, Colombo, elle n'en résulte pas. Qui a appris à cuisiner tout ça, qui a transmis tout ça, c'est pas lui, quoi. Tu vois. Ouais, vas-y, dis-moi. Ouais, non, j'allais dire, donc en fait, toi, ta stratégie sur Instagram, c'est de réconcilier tout le monde avec la nourriture et à travers ça, de partager tes idées, du coup. De partir de là, en fait, pour... Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment la nourriture et prétexte, quoi. C'est genre, j'ai remarqué que, même avec ma famille antillaise, quand ils avaient le ventre bien rempli de nourriture végane, ils étaient complètement plus aptes à entendre mon discours. Peut-être parce qu'ils pouvaient plus lutter, ils avaient envie de finir leur plat. Donc, c'est le moment où je les attrape et que je les sensibilise, que ce soit à l'impérialisme alimentaire, voilà, donc à travers toute cette falsification, comment est-ce que les produits carnés sont rentrés dans notre alimentation, que ces produits carnés, bizarrement, quand on regarde, elles viennent tous de l'Occident. C'est pas étonnant que tous ces produits carnés viennent de l'Occident et sont issus d'une violence et sont eux-mêmes violents. Tout ça, c'est extrêmement lié. Le fait que carrément l'alimentation des esclavagisés soit régie par le code noir même, ce n'est pas anodin, tu vois. Ça fait partie de la mise en place d'une complicité et aussi d'une dépendance, parce que comme c'était des produits qui ne venaient que de France ou par exemple voilà, Canada, etc. Par exemple pour la pêche, vu que ils faisaient en sorte d'intégrer dans les habitudes la nourriture des esclavagisés, des produits, voilà, qui pour qu'on dépende vraiment de ces pays-là, quoi. Parce que en effet, la morue, le cabillaud, ils vivent pas en Caraïbes. Donc ces produits un peu, ouais, ça c'est de chez nous, quoi. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose dont il faut aussi réapprendre à, peut-être pas complètement détruire, mais à travers le véganisme, se réapproprier pour justement prendre des produits qui nous servent nous, et qui ne dépendent pas du même système d'oppression, de violence. Ce cycle toujours hyper vicieux, quoi. Qu'on a essayé de s'approprier, on voit bien que ça ne marche pas. Ça sert qui? Clairement pas nous. Clairement pas nous, que ce soit quand on constate le nombre de maladies cardiovasculaires, pulmonaires, osseuses dans nos familles racisées, c'est absolument pas anodin, quoi. Et ainsi que les produits trop sucrés, béqués, et j'en parle pas dans les Caraïbes, quoi. Ça c'est l'alimentation. D'ailleurs, on en parlait la dernière fois. C'est un outil génocidaire. Oui, ça a été, c'est très théorisé aux États-Unis et c'est assez présent dans la littérature africaine-américaine végane, cette idée que c'est encore plus présent peut-être aux États-Unis, cette idée que la nourriture qui est imposée aux Noirs pendant et après l'esclavage, c'est une manière de perpétuer le génocide, puisque ce qui tue le plus les Noirs aux États-Unis, en fait, c'est pas les violences policières, c'est le diabète, l'hypertension et toutes ces maladies qui sont liées à la nourriture qui leur est imposée, en fait. Et c'est pervers parce que c'est vraiment pervers parce que c'est-à-dire qu'on va t'imposer des aliments mauvais. Comme les Noirs sont très doués en cuisine, ils vont faire quelque chose de très bon. Ils vont considérer que c'est leur culture. Et en fait, maintenant, on est obligé de désapprendre ça et c'est un procédé qui est très violent. Donc, les résistances au véganisme, elles viennent de là aussi, chez les Noirs. C'est qu'en fait, on t'impose quelque chose, tu le transformes en or, et après, on te dit qu'en fait, non, il faut changer, tu vois. C'est du caca. Mais la façon de voir les choses pour moi, c'est que ce qui est important, c'est pas l'aliment, c'est la technique, en fait. On peut réinventer. Mais tu sais surtout que franchement, la nourriture, notamment caraïbéenne,
moi j'ai l'impression que c'est comment faire oublier que c'est de la viande. Hein. Je me dis mais ils sont sérieux, tu vois, genre parfois, c'est-à-dire que ce soit le boucané, tu le fumes le truc jusqu'à ce qu'il ait plus du tout un goût de viande, mais un goût de d'herbe et voilà, cive, tout ça, oignon, persil, thym, mais genre fumé. Parce que je peux te dire, j'ai essayé avec du tofu, c'est la même chose. Hein. C'est juste le truc est cuit, mais d'une manière. D'ailleurs, nous dans nos cultures, on ne mange pas saignant. On ne mange pas, voilà, on fait en sorte le truc, ça devient un petit carton, enfin tellement cramé. C'est quand même le but, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. On fait en sorte de le badigeonner le truc pour qu'il ait le goût de tout, sauf de ce qu'il avait à la base. Donc tu vois, c'est que ce soit ça ou toutes les marinades, le fait que pour nous c'est genre une blague de dire ouais poulet rôti juste comme ça. Genre le gars il a été déplumé, direct tu l'enfournes. Non, la peau tu la frottes avec du citron, avec du poivre, de l'ail, tu le laisses mariner toute la nuit et ensuite tu vas le mettre dans le truc, ça dure au moins allez 40 minutes, tu vois. Genre tu manges pas comme si en fait tout était fait pour changer le goût de l'animal. Donc clairement, moi je dis ok, vous adorez la viande, mais moi on va dire que j'ai pas l'impression parce que pour moi les bouffeurs de viande par excellence, ça va être les personnes blanches européennes qui vont manger de la cervelle, des tartares de chair, des carpaccio de chair fraîche. Non mais c'est tu vois vous c'est pas vos délires quoi. Enfin tu vois c'est-à-dire que et d'ailleurs ce que j'ai oublié de te dire c'était comment comprendre que bah en Afrique, dans les pays d'Afrique, à la base l'alimentation était bah plant-based de base. Bah rien que les noms des plats quoi. En France, on va avoir du bœuf bourguignon, de la blanquette de veau, hashtag le veau dans son lait maternel, tout va bien. Moi, j'appelle ça de la black magic, mais bon, voilà, c'est moi dans mon délire. Ah non, mais vraiment. Ah mais grave, ils sont là en mode ouais, Satan. Non mais les mecs, blanquette de veau quoi. Ça va ou quoi? Enfin, tu sais, genre, tu sais, on dirait un ogre. Tu sais, genre, c'est les frères Grimm. Les frères Grimm, ils sont pas allés chercher très loin, ils ont regardé, hein. Ils ont juste regardé, quoi. Tu vois? Ils se sont dit, ah ouais, mais comment tant d'imagination? C'est pas vraiment de l'imagination, les gars. Tu vois? J'ai juste constaté. Donc tu vois, ce truc un peu d'ogre comme ça. Mais par contre, bah, par exemple en Afrique, les plats portent des noms de plantes. Tu vois? Donc ils portent les noms de plantes, que ce soit le ndolé, le pondou, que ce soit le nkui, ils portent des noms de plantes. C'est en gros le personnage principal. Alors que dans une culture carnée, vraiment carnée à la base, en mode viking, bah le centre du plat, c'est l'animal. C'est l'animal. C'est pour ça que ça nous est venu toutes ces notions d'accompagnement. Et quand tu passes vegan, il y a pas de notion d'accompagnement, quoi. T'es genre non. Bah. Et tu accompagnes avec quoi? Mais non, c'est bien là, tu vois. Donc donc tu vois toutes ces notions d'accompagnement, c'est parce que à la base il y a pas. Ils sont dans un état de survie, tu vois. Et après ils ont complètement démocratisé ça et ensuite et même dans la cuisine africaine, sénégalaise, camerounaise, béninoise, vraiment voilà, je te fais la liste parce que voilà, rwandaise, tu vas trouver l'animal qui est cuit à part, genre il fait un petit aller-retour, ensuite il est cuit à part et ensuite il se rajoute dans le plat en mode voilà, ça c'est on ne peut pas penser une mafé sans le bœuf. Mais le truc n'a même pas cuit avec. Enfin, bah si, on peut le penser vu que le goût, regarde, ça vient pas de là. Bah non, c'est... Non mais même dans la technique de cuisine, l'animal ne fait pas partie du plat, quoi. Il n'est pas en sauce. Pas le bœuf bourguignon où il y a le sang et le vin. Non, c'est pas le même délire, quoi, tu vois. Pas le même paradigme, pardon. Grave, pas le même paradigme, c'est pas le même délire. Hein.
Non mais oui, on ne mange de la viande que si elle a un goût de légumes en fait. Mais même de manière générale, pour les gens qui aiment bien les comparaisons avec les lions là, le lion quand il voit un cadavre, il salive, pas nous. C'est ça. Et moi très souvent, récemment, tu sais, récemment j'ai eu quelqu'un comme ça. J'étais chez l'opticien. Elle me dit, ouais, mais moi, parfois j'ai des envies de viande. Et je dis, en fait, il y a une grosse différence entre avoir envie de viande, genre envie de chocolat, envie de manger des frites, hein, et genre baver, saliver, et ensuite manger l'animal avec ses poils, ses os, sa chair, les tendons. Hein, il est pas avec sa fourchette, le gars. Hein. Il est pas avec sa fourchette. Il mange presque tout, quoi. Et ouais, il avale des os, il avale. Ouais, il est pas en mode je voudrais la partie maigre. Non, non. Tu vois, il mange tout. Tu vois. Donc, si t'as l'impression d'être un lion quand tu demandes telle partie et que bah il y a trop de nerfs, tu vois, il y a trop de couenne. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec ton instinct, ton envie qui prend le dessus, quoi. Hein, tu salives pas, t'as juste j'ai envie. Et surtout les gens, surtout nous, dans nos pays occidentaux, on ne sait pas c'est quoi avoir faim en vrai. Hein, en mode non mais là j'avais envie, tu sais genre t'as déjà mangé ce matin et là tu vas parce qu'en plus c'est des gens qui vont me dire ouais je vais chez mon boucher parce que c'est plus éthique. Oh my God. J'avais trop envie, voilà, quand je regarde, je fais ah ouais d'accord. Je dis mais peut-être quand tu regardes là tu trouves que c'est correct, mais si je te mets l'animal en entier replié sur lui-même, ça va moins te donner envie quoi. Tu vois. Genre comme par exemple les gens choqués des animaux dans leur barquette, les pattes repliées comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est ça que tu manges, tu vois. C'est ça que tu manges en fait. Donc en vrai ça marche pas parce que ça marche quand le truc est dépioté. Voilà, quand le truc est sous vide. Puis après il y a aussi des personnes qui vont me dire ouais non moi je m'en fous. Oui bon bah toi t'as un certain niveau de lavage de cerveau quoi. Tu vois, genre on peut complètement accepter la violence. Voilà, très souvent je fais des comparaisons un peu houleuses en mode les enfants soldats. T'es tellement habitué à voir voilà des têtes qui se coupent que bah à la fin t'es plus très choqué quoi. Tu vois, comme les enfants de chasseurs qui sont habitués depuis qu'ils sont tout petits à avoir leur père et il dit vas-y viens voir. Tu sais, je sais pas si t'as vu cette vidéo d'un mec qui fait des nœuds de pendus dans la forêt. C'est un chasseur. Et il met des nœuds comme ça un peu partout. Et parfois, il y a des oiseaux qui volent et ils se prennent la tête dedans et ils se pendent. Et donc, il dit, tu vois, il s'est pendu tout seul. Et il explique ça à son fils. Il s'est pendu tout seul, hein. Vas-y, touche-le, il ne va pas te faire de mal. Alors ça, tu vois, si tu veux qu'on reprenne cet exemple pour rebondir sur l'humanité. Il ne va pas te faire de mal. Attends, qui a posé ce piège? Sinon, l'oiseau, tu le vois pas, en fait. Hein. Attention, il n'est pas nocif, il ne va pas te faire du mal, tu peux le toucher. Et ces personnes, bah, elles baignent dans cette violence depuis hyper longtemps. Et pour eux, c'est complètement normal. Voilà quoi. Donc ça, c'est aussi tout aussi explicable, même si pour la majorité des personnes, on n'est complètement pas habitué à ce type de violence et que clairement, on tient pas 2 secondes devant. Hein. Et de toute façon, l'habituation n'est pas une justification, quoi. Moi aussi, j'étais habituée à voir des animaux mourir, c'est pas... Ouais. On se déconstruit. On travaille sur c'est ça. C'est ça. Il y a bien des, voilà, il y a des gens qui possèdent des cirques qui arrêtent de prendre des animaux. Il y a des gens qui sont bouchers qui se rendent compte à un moment, oui, ça arrive. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en plein dedans que voilà, on peut pas changer nos habitudes et prendre conscience qu'il y a un petit problème quand même là. Ouais, non, tout à fait. Et on arrive à peu près vers la fin, et du coup, je voulais quand même te demander, pour partager un peu de love, est-ce qu'il y a des comptes Instagram ou des personnes qui t'ont beaucoup apporté sur Instagram ou sur YouTube, particulièrement chez les Afro-Vegans, Ouais. dont tu souhaiterais parler?
Moi je dirais, Fulani végane qui parle français. Voilà, parce que moi je suis pas super douée, mais voilà, avec qui, j'ai pu, déconstruire vachement, justement mon rapport à tout ce qui était les pays asiatiques, notamment la Chine, voilà, qui est très souvent diabolisée, voilà, mais à juste titre comme nous, et en même temps pas à juste titre parce que c'est un peu forcé et souvent les gens ne se regardent pas trop et ne voient pas non plus les personnes véganes et la culture propre, hein, qui existe, quoi. Donc c'est super cool, il m'a vraiment fait découvrir plein de choses. Il a un regard qui est super intéressant, posé aussi bien sur l'Afrique, et en même temps un peu comme un outsider, mais pas totalement. Donc vraiment c'est un regard que j'apprécie vraiment. Je t'avais dit, oui, moi il y avait aussi voilà, Coolest Girl or Green aussi, le compte Instagram. Heu, alors, c'est Aimée et elle est, et c'est vraiment, je trouve que c'est super, c'est une personne noire, qui a été adoptée, qui vient de Madagascar, et c'est super intéressant, sa construction identitaire, son rapport à l'éthique, ce qu'elle propose. Voilà, il y a un peu de véganisme, mais il y a aussi beaucoup de justice sociale en règle générale, et d'éthique. Voilà, au niveau de la consommation, produits, et cetera. Donc c'est un compte, qui m'intéresse beaucoup. Et Mastian dans la même trajectoire, qui est aussi végane, et qui parle, voilà, de notamment toutes ces, comment dire? Tous ces enjeux, voilà, systémiques. Elle parle aussi, pas mal de non-binarité, voilà, tous ces sujets, dont on a peut-être besoin d'être un peu plus informé. Elle le vulgarise, très, très bien. Je pourrais dire qui encore? Ayaba, donc voilà, Ayaba, Afro Vegan Chef, qui a un regard aussi très spirituel, sur sa nourriture, qui est très initiée, à l'histoire caribéenne pour en être issue. Elle m'a appris beaucoup de choses, notamment, voilà, sur la culture caribéenne, les Soukounians, tout ça. C'était vraiment super intéressant. Un autre regard, voilà, elle est vraiment super intéressante pour ça. Et même si, par exemple, elle va pas faire vraiment de l'activisme direct, en mode, sur l'antispécisme avec ces mots-là, c'est tout comme. Et surtout, elle axe beaucoup sur les femmes, sur la guérison, sur la santé. Et c'est quelque chose qui, je pense, est très important dans notre communauté, que les gens juste prennent, soin d'eux, quoi, surtout. Voilà, soin d'eux, ça je pense que c'est aussi un de mes moteurs quand, de savoir que, voilà, que ce soit pour sauvegarder, ma famille, mon père, ce qui me reste, quoi, dans ma vie, par l'alimentation. C'est super, heu, important de se rendre compte qu'on a ce pouvoir-là, et en plus c'est un pouvoir, extrêmement lumineux, parce que c'est un pouvoir, sur notre santé qui va s'améliorer en prenant soin des autres, et c'est possible, en fait, ce cercle vertueux qui nous rapporte, et pas, aux dépens de personnes, mais justement grâce à ce cercle vertueux de faire attention les uns aux autres, et voilà, quoi. Ouais, c'est un beau message pour la fin. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommanderais à une personne noire qui s'intéresse au véganisme, qui débute, qui est ici par curiosité? Ce que je lui proposerais, ce serait, de s'interroger à cette palette, de domaines, quoi, hein, santé, africanité, ancestralité, les aliments afro-véganes, par exemple, voilà, tous ces jeux de domination en fonction de ce à quoi elle est le plus sensible, même si c'est très important, de mettre au centre la condition animale, parce que c'est le but de tout ça, hein, de développer sa compassion, et surtout de s'intéresser au sujet voilà, qui lui tient le plus à cœur, et de voir à quel point, il y a vraiment, tout à gagner en faisant ce choix, et que refuser cette violence, ça voilà,
on a souvent l'impression quand on entend les personnes qu'on va abandonner quelque chose et qu'on va perdre quelque chose. En effet, on va perdre cette violence viscérale, cette complicité que l'on met en place malgré nous. Et il y a beaucoup d'autres portes qui vont s'ouvrir. On est gagnant en fait. C'est quelque chose dans lequel on est gagnant. Donc voilà, tenter, trouver des leviers et surtout ne pas avoir peur d'agir, quoi. On a le droit de se tromper, mais je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas agir. Oui, non, c'est un beau message pour la fin. Alors, où est-ce que les auditeuristes peuvent te contacter s'ils veulent te suivre et voir ce que tu fais? Alors, sur Insta, je suis extrêmement présente, donc un petit message. Si parfois je ne réponds pas, un message sur mon site où vous retrouverez toutes mes recettes. J'ai aussi une chaîne YouTube avec des petites recettes filmées en mode relaxante. Voilà, j'ai aussi mis en place un système de pâtisserie à la commande, si vous souhaitez me soutenir, ou découvrir tout simplement la pâtisserie végétale, découvrir les Mont Blanc véganes, des gâteaux au citron à tomber par terre. Donc voilà, mais sinon je suis surtout très présente sur Insta, en commentaire. J'essaie vraiment de répondre à un maximum de personnes et voilà. D'accord. Mais je mettrai tout ça en barre d'infos. Merci. Et merci beaucoup Charlotte, c'était super, ça volait super haut. Merci. Super. Toujours un plaisir, de toute façon. Alors merci d'avoir accepté cette invitation, merci à toutes les personnes qui vont écouter. Donc vous trouverez en barre d'infos de quoi suivre Charlotte sur les réseaux sociaux, de quoi me suivre également, et si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager, à activer la petite cloche, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conversation.